messieurs, bonsoir, bienvenue à Maki Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Télésud. Chaque semaine, nous revenons sur des points importants de l'actualité en compagnie d'experts, d'invités qui sont là pour nous apporter leur expertise justement. Ce soir, j'ai avec moi les deux de la semaine dernière. Patrice Passy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en intelligence économique et puis vous faites plein d'autres choses par ailleurs. Oui, comme vous dites. Très laconique comme d'habitude. Saliou Sisavané, habitué de ce plateau, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste de géopolitique africaine entre autres. Bonsoir. Bonsoir. Bah, la semaine dernière, on a fait à deux, on y est arrivé. Hein. On remet ça ce soir. Oui, voilà. Ah ben vous savez de quoi on va discuter. Volontiers. Alors, ce soir, au menu, nous avons trois sujets, comme souvent. Hein. D'abord, le Sénégal. Le Sénégal, c'est le deuxième tour. On aura besoin de vous, de vos éclairages, pour aborder la question des enjeux de ce deuxième tour. Est-ce que tout est fait? Est-ce que ce sera tout sauf Wade? Quelle est la stratégie adoptée pour Macky Sall? Pas simple. Ensuite, nous allons nous rattacher à l'actualité française, le Salon de l'agriculture et l'Afrique dans tout ça. L'Afrique a participé au Salon de l'agriculture. On ne l'a peut-être pas vu sur d'autres antennes, mais nous, on a décidé d'en parler ici. Et plus globalement, on va parler de politique agricole africaine, de la question des prix des denrées alimentaires africaines en France. Et puis, pour finir, une actualité qui est passée aussi sous silence, c'est la question somalienne. Rencontre à Londres pour parler de Somalie. Voilà pour le sommaire de ce soir. Mais tout d'abord, on va commencer par le Sénégal en regardant ce sujet qui nous pose les équations du deuxième tour du 18 mars prochain. Au terme du premier tour de la présidentielle sénégalaise, marqué par une atmosphère calme, le taux de participation tournerait autour de 60%. Les premières tendances lourdes donnent vainqueur les candidats Macky Sall, Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse dans plusieurs localités. Dès après les premiers dépouillements, les partisans de Macky Sall ont pris d'assaut le siège de l'Alliance pour la République dans un quartier périphérique de Dakar. Selon cette formation politique, un second tour Wade-Macky s'impose. Nous sommes à coude avec Wade autour de 1 à 3 points. Étant entendu que pour le moment, il est encore devant. Mais nous espérons que nous pouvons passer devant et que le deuxième tour qui se dessine pourrait avoir lieu entre M. Wade et le président Macky Sall. Les premiers résultats officiels sont attendus d'ici à mardi. Le premier tour du scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme, contrairement à ce qu'a laissé envisager la campagne électorale. Vous l'aurez compris, ce sujet a été abordé par la rédaction dans la semaine, mais entre-temps, l'actualité a dépassé ce sujet. Nous savons que désormais au Sénégal, il y aura un deuxième tour qui opposera Macky Sall à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a recueilli autour de 35% des voix et Macky Sall un peu plus de 25% des voix. Le deuxième tour, c'est le 18 prochain. Ça nous réserve peut-être des surprises, Patrice Passy. Non, je ne pense pas qu'on ne pourrait pas parler de surprise. Moi, je parlerais plutôt toute la classe politique sénégalaise va vers ce que j'appelle l'ascension de la stratégie. C'est-à-dire, il n'est plus question, il sera moins question de dire, de continuer à scander Wade dégage. Il sera plus question de tractation et de manœuvre, de négociation entre les différentes composantes de politique du Sénégal en vue de constituer une coalition qui peut se permettre soit de battre Wade ou soit de battre Macky Sall. Salut aussi Savané, est-ce que vous pensez que Wade a déjà perdu ? A priori, oui, parce que si on prend l'exemple des élections de 2000 où il y avait eu, c'était une élection du genre tout sauf Abdou Diouf, tout sauf le PS, avec le report de voix qui a permis à Abdoulaye Wade de l'emporter, on a eu la surprise de la défaite d'Abdou Diouf qui, à l'époque, avait accepté sa défaite avec élégance. Grâce déjà à l'époque à Moustapha Niasse. Voilà, grâce à Moustapha Niasse. Maintenant, cette fois-ci, on pourrait a priori penser que ce report de vote va jouer. Il faudrait que des gens comme Idrissa Seck, par exemple, jouent le jeu. Et puis, quand même, il faut rester prudent, parce que M. Abdoulaye Wade est un vieux briscard, c'est un vieux renard.
Et je suppose qu'il doit être en train de réfléchir, passer des dizaines de coups de fil par jour, un peu partout dans le Sénégal, pour voir un peu dans quelle mesure il peut déstabiliser. Justement, selon vous, sur quel levier Wade peut-il jouer encore aujourd'hui pour avoir une chance de l'emporter? Il peut jouer sur le Sénégal rural, parce qu'il voit bien que dans les grands centres urbains, ça va être plus difficile pour lui. Et puis, il peut essayer de voir si Idrissa Seck, qui justement a été son premier ministre aussi. Son premier fils. Voilà, son premier fils. Je ne sais pas quels arguments il va user pour convaincre ce dernier de faire passer une consigne de vote contraire à la tendance qui se dessine. Mais en même temps, je me demande si Idrissa Seck peut prendre le risque politique de passer une consigne de vote qui va à l'envers, qui va à contre-courant de la tendance qui se dessine au Sénégal, c'est-à-dire le passage à une autre époque, le passage, la fin de l'ère Wade. Je pense que Macky Sall, dans cette espèce d'esquisse de son programme politique, a proposé l'ouverture, la réduction du mandat présidentiel, qui était une promesse lors des assises, des assises nationales de l'opposition, conduites par Amadou Makhtar Mbow. Voilà, la baisse des prix de matières premières. Non, la baisse des prix des produits de première nécessité, excusez-moi. Je pense que le fait qu'il ait présenté ce programme était une manière de couper l'herbe sous les pieds de tous ceux qui pourraient hésiter en fait au sein du M23. Donc le problème actuellement, c'est qui va prendre le risque, parce que le président sortant, Wade, on va dire qu'il ne va pas faire carrière, mais c'est plus pour l'honneur. Et pour cet honneur, il est peut-être capable de pactiser avec le diable. Et ça m'étonnerait que dans l'opposition, quelqu'un se définisse ouvertement comme étant le diable permettant la victoire de Wade. Donc ça, c'est la première difficulté. Je parlais de stratégie pour la plateforme de l'opposition qui va prendre le risque de, après avoir mis le peuple dans la rue, après avoir scandé haut et fort « Wade dégage », qui va prendre le risque de s'afficher clairement pour Wade. Pour l'instant, personne. C'est vrai que Macky Sall, qui a bénéficié d'une proposition, peut-être officieuse pour l'instant, de Wade pour devenir le vice-président en cas de victoire. Idrissa Seck, vous voulez dire. Idrissa Seck, plutôt, excusez-moi, qui a bénéficié de cette proposition. À quel moment? Juste après, dans les premières annonces, a pour l'instant gardé le silence parce que justement il observe. Observer en politique veut dire qu'il attend le résultat des autres tractations au sein du M23. Maintenant, il est trop tôt de dire ce que l'avenir nous réserve. Mais une chose est sûre, Macky Sall bénéficie va bénéficier d'une dynamique. Le Sénégal se trouve au cœur. Le Sénégal se trouve face à une rupture entre la vieille classe et la nouvelle. Est-ce qu'on va continuer avec Wade, ce qui serait tentant pour certains, ou est-ce qu'il faut enclencher une nouvelle dynamique? Mais que propose Macky Sall? Parce qu'il ne fait pas toujours l'unanimité au sein du M23. Mais surtout que c'était un proche, un ancien proche à Wade. Il a été le premier ministre de Wade. Il a été son directeur de campagne en 2007. Et seulement, en termes de configuration, parler un peu de l'architecture de la scène politique sénégalaise après ces élections, c'est que je constate que Moustapha Niasse et Tanor Dieng sont en 3e et 4e position. Or, Moustapha Niasse, c'est un des fondateurs du Parti socialiste sénégalais. Donc voilà deux formations qui, les scores réunis, font le score de Macky Sall. Je pense que Macky Sall, s'il était élu, devra tenir compte que lui qui est un libéral, parce que Macky Sall est de la veine de... Il est habile, certes, il a prouvé, puisque maintenant il est second. Il faudra absolument qu'il tienne compte du fait que le PS
la galaxie PS représente quasiment la troisième force. Et puis il y a autre chose qui a été révélé par les résultats définitifs. Il y a eu juste un peu plus de 50% de personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Au début, on parlait d'une soixantaine, 60% autour de là, mais là, on parle de 51%. Donc il y a un Sénégalais sur deux qui n'est pas allé voter. Est-ce que dans ce réservoir-là, finalement, la décision ne doit pas se faire? La première, je pense, tous les conseillers le pensent, c'est qu'il faudrait redynamiser le camp Ouad à travers, comme il avait dit, il faut redynamiser le Ouad rural. Il faut essayer de voir si, parmi les abstentionnistes, on ne peut pas prendre quelques voix. Mais la difficulté de Ouad, c'est que c'est un président sortant et le peuple sénégalais a une soif énorme de changement. La chance de Macky Sall, c'est de disposer à la fois encore des réserves de voix, mais surtout d'avoir une coalition qui peut, suite aux différentes négociations, lui apporter, ça a déjà commencé avec Youssou N'Dour, qui hier lui a apporté son soutien. Donc, Alioune aussi, donc, 23. Voilà, et même Moustapha Niasse aussi, qui a clairement justement, parlant de Macky Sall, il a fait effectivement une déclaration que nous allons revoir. Vous avez commencé à l'énoncer quelque peu. On va l'écouter dans le détail, Macky Sall. C'est officiel depuis mercredi soir. Le président sortant, Abdoulaye Wade, va au second tour de la présidentielle sénégalaise avec son ancien Premier ministre Macky Sall. Ils ont obtenu respectivement 34,82 et 26,57%. Ce dernier vient de lancer un appel à toute l'opposition à se joindre à lui pour assurer la victoire finale. Il a dans le même temps levé un coin de voile sur les réformes qu'il compte mener en commençant par la durée du mandat présidentiel. Je proposerai une réforme constitutionnelle visant, entre autres, à ramener la durée du mandat du président de la République à 5 ans, une seule fois, renouvelable une seule fois. Et là, je voudrais dire que je m'appliquerai cette réforme. On dit que si je suis élu pour 7 ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. Et cette réforme, qui limitera le nombre de mandats à 2 et la durée à 5 ans, ne pourrait plus faire l'objet de modifications. Macky Sall a appelé les enseignants du supérieur en grève depuis plus de 3 mois à reprendre les cours, leur promettant des négociations rapides et sincères dès son élection. La baisse du prix des denrées de première nécessité a aussi fait l'objet de promesses. Je m'engage également à mettre en œuvre, dès les premiers jours de mon mandat, des mesures immédiates de réduction des prix des produits de première nécessité. L'un des plus grands défis pour l'un et l'autre candidat demeure la conquête de la moitié des électeurs qui n'avaient pas voté lors du premier tour. Le taux de participation a été seulement de 51%. Alors, comme vous avez pu le voir, la question peut-être pour Macky Sall est une question programmatique. C'est-à-dire que Macky Sall ne peut pas se contenter de cette aspiration au changement. Il va falloir qu'il convainque avec des propositions, des réformes pour inviter les gens à travailler avec lui. Mais justement, ce qu'il dit quand il parle de mandat de 5 ans renouvelable qu'une seule fois, de ramener, de contribuer de faire baisser les prix des produits de première nécessité, il touche là du cœur les deux problèmes fondamentaux qui ont nourri cette contestation. Au-delà de la personnalité et de son ambition, Abdoulaye Wade, d'imposer son fils, supposé ou pas, fantasmé ou pas, mais voilà, il touche en plein... Est-ce que la même question n'est pas posée à Abdoulaye Wade? C'est-à-dire que... Avec quoi? Avec quels arguments il va convaincre les gens? On parle d'un mandat très très raccourci, éventuellement, comme moyen d'appâter éventuellement quelques personnes de l'opposition. Le problème du mandat a été politisé. Suite à une certaine, comme il avait dit, j'aime bien son expression, tripatouillage, a été politisé par l'opposition. Mais le problème de fond du Sénégalais moyen, c'est son assiette.
bien sûr, on parle d'une croissance sénégalaise à 4%, mais le Sénégalais moyen ne voit pas d'effet direct dans son assiette, pour parler simplement. Donc, la trame de fond, ce sont les difficultés économiques des Sénégalais, les problèmes d'électricité, les problèmes du prix des denrées, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour un candidat? C'est apporter, comme j'aime à le dire, des précisions techniques, des propositions et non des engagements. Parce que là, pour l'instant, j'espère que ça va être fait. Pour l'instant, nous sommes à des engagements qui sont plus pour le M23, pour rassurer les membres, puisqu'ils veulent avoir d'abord des assurances avant de s'engager pour Macky Sall. Mais le problème du fond, c'est la question que je me pose, que va être son programme, comment il va le décliner, chiffré, bien entendu, et je l'espère, pour pouvoir... Il n'a pas beaucoup de temps, ouais, c'est le 18, c'est bientôt. Non, mais il est bien obligé, s'il veut, parce que c'est la question qui va intéresser le Sénégalais moyen, puisque tout le monde se dit, il a plus de chances que Wade pour accéder à la magistrature suprême, mais pour apporter quoi? Pour proposer quoi? Est-ce que le problème sénégalais se résume au mandat ou à la résolution des difficultés sénégalaises actuelles? Donc je pense que le vrai programme, comme vous l'avez dit, va porter et va tourner autour des mesures, des mesures concrètes à proposer aux Sénégalais. Est-ce qu'il peut pas être piégé, c'est-à-dire que voir des candidats se rallier à sa candidature pour le porter à la présidence, mais la question qui va suivre, c'est celle des législatives. Bloquer, peut-être qu'il y a des stratégies comme ça qui sont qui font que... Oui, mais puisque Macky Sall, c'est quelque part une dissidence du PDS, bien sûr. Le nomadisme politique, c'est une des pratiques très connues chez nous en Afrique. Hein. Vous verrez, quand il sera élu, le PDS, on va voir ce que ça va devenir. Hein. Ça risque fort de devenir une coquille vide. Moi, j'ai un avis contraire. Alors, déjà, au sein du PDS, il y a des gens comme Aminata Tall qui sont allés de son côté. Oui, il a lancé un appel à Abdoulaye Baldé, qui officiellement a dit non, je ne peux pas. Mais imaginez un peu. On se souvient en 2000, après la victoire d'Abdoulaye Wade, qui a été élu au nom d'un programme libéral, ce qui s'est passé au PS. On a assisté à une migration intellectuelle et politique considérable. Parce qu'il y avait déjà la rivalité Tanor-Niasse. Voilà. Alors maintenant, je me demande ce que va devenir le PDS lorsque... Si Macky Sall est élu. Vous avez un avis contraire? Moi, je pense que ce qui me plaît dans la situation sénégalaise, c'est que pour la première fois, le peuple reste et demeure l'arbitre. Et contrairement à la Côte d'Ivoire qui a été divisée pendant le processus électoral, là, le peuple est soudé autour de ceux qui apportent ou qui proposent une once de changement. Un peuple qui peut être vraiment admiré en Afrique parce qu'il a une certaine confiance politique. Je voudrais féliciter le peuple sénégalais déjà par sa discipline et surtout par le fait qu'il a été quand même au cœur de cette action. Donc pourquoi je parle du peuple? Parce que souvent, justement, au cours des élections, le peuple est ignoré. Souvent, au cours des élections, le peuple est utilisé. Mais pour une fois, le peuple a fait comprendre qu'il peut agir et a agi. Donc je pense qu'à partir de ce moment, les hommes politiques ont un devoir. Un devoir de correction, déjà par rapport au peuple, un devoir de correction et de respect de la volonté du peuple. Donc les migrations dont vous faites état ne vont peut-être pas se faire au grand jour, vont peut-être se faire de manière plus subtile, mais ne pourront pas se faire comme ça s'est fait sous l'ère Wade. Espérons-le. Parce que si jamais c'était le cas, on dirait que le Sénégal est entré dans une phase de mutation. Le Sénégal est en phase de rupture entre les vieilles habitudes et les nouvelles perspectives. Nous sommes au cœur d'une tentative de rupture. Attention, quand vous parlez de vieilles habitudes, le Sénégal est connu depuis 1960 pour une politique essentiellement clientéliste, s'appuyant sur certaines notabilités. Alors si je ne m'avancerai pas pour dire que l'élection de M. Macky Sall, s'il était élu,
hein, pour être prudent comme vous, oui. qui a été un des rouages importants du PDS, qui a été directeur de campagne, qui connaît très bien. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, qui connaît très bien les choses. Oui, je serais pas très surpris, mais je serais vraiment très intéressé de voir que son élection suscitera une mutation profonde de la société sénégalaise, de ses vieilles pratiques clientélistes. Il y a quelque chose de nouveau, si ça peut se faire comme on le dit, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, c'est le peuple. Le vote du peuple a été pris en compte. Dans certains pays africains, le peuple est soit utilisé, soit orienté vers un objectif. Là, pour une fois, l'action populaire a abouti soit au retrait d'une loi, soit à la baisse des prix, soit à la prise en compte des besoins du peuple. L'action populaire a joué, et là je suis d'accord avec vous, le 23 juin, d'où le mouvement M23. Lorsque le président Blair Wade, conscient de sa situation politique, avait initié un schéma de ticket présidentiel qui lui permettait d'être élu avec 25%. Donc M. Abdoulaye Wade savait très bien que sa popularité était décroissante, était en déclin au Sénégal. Le peuple s'est soulevé, là d'accord, pour l'obliger à ce qui est des élections normales. Mais ce n'est pas courant en Afrique, ça le mérite. Ce n'est pas courant en Afrique et c'est très intéressant dans la mesure où les Africains doivent comprendre. C'est pour ça que je parle de mutation. Que leur destin est entre leurs mains et s'ils comptent sur les autres pour régler leurs problèmes, ils se trompent. Si les gens ne se mobilisent pas, rien ne va changer. J'avais dit, je ne sais pas si c'est sur ce plateau, j'avais reproché aux militants du M23 après avoir obtenu la suppression du ticket présidentiel, d'avoir quelque peu baissé les bras. J'espère qu'ils vont rattraper les choses, parce que si M. Abdoulaye Wade est battu, effectivement... Ils ont été très actifs. Je pense que le collectif... Moi, j'avais parlé à l'époque d'une mobilisation un peu à l'image de ce qu'on a vu à la place Tahrir. C'est-à-dire qu'ils obtiennent la fin du ticket présidentiel et qu'ils obtiennent du président Abdoulaye Wade qui ne se présente pas. Il a tout. Il a réussi à se présenter. Espérons que la démocratie va jouer. Et puis, de toute façon, on est des démocrates. Le peuple sénégalais va s'exprimer. On verra bien. En tout cas, le Sénégal, c'est un pays important, qui compte beaucoup sur ses ressources agricoles, parce que l'exploit de ce Sénégal, c'est d'être un pays qui finalement n'a pas autant de ressources que certains pays d'Afrique centrale, mais qui a réussi néanmoins à bâtir un État stable, un État où il y a une vie économique, un dynamisme économique. Et justement, la question agricole nous a intéressés dans cette émission, parce que l'actualité en France, depuis plusieurs jours, ce n'est pas encore fini, c'est le salon de l'agriculture. Nous avons essayé de voir si l'Afrique avait été la bienvenue à ce salon. Regardez ce reportage de notre consoeur de la rédaction, Christina Okello. Ils font la fierté du continent. La mangue de Mali, la banane du Cameroun ou encore le café de la Côte d'Ivoire, des produits agricoles mis en valeur par des exposants pour attirer l'œil du client. Des agriculteurs qui font parfois face à des obstacles, le manque d'infrastructures ou encore des problèmes climatiques. Grand problème, ça c'est la maîtrise d'eau. Parce qu'au Mali, on fait la culture pluviale. Et avec le changement de climat, il y a beaucoup de temps. Là où on devait commencer la campagne, il n'y a pas de pluie. Et à la finition de la campagne, il y a un problème d'eau. Donc c'est qu'il y a un problème énorme au niveau des producteurs. Optimiser l'utilisation de l'eau, c'est l'objectif du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, le PAPAM, avec un accent mis sur l'autosuffisance de paysans. Ce qu'on fait au niveau de la zone de l'Office du Niger, par exemple, on aménage 2200 hectares cette année, en maîtrise totale de l'eau. Donc qu'il n'y ait plus ou pas, les paysans pourront prendre de l'eau dans le fleuve pour pouvoir arroser leur production. Ce qu'on essaie de faire concrètement également, c'est les petits producteurs qui ont quelques superficies, c'est les aider à accéder aux intrants agricoles, à accéder au crédit agricole et puis à transformer un peu leur production. Autre pays présent sur le salon, la Côte d'Ivoire, dont la production de cacao répare à la hausse après une grave crise politique. Elle redémarre tout doucement, oui,
On a pris un peu un coup parce qu'on était premier producteur mondial pour le café. On est 7e maintenant. On est toujours premier producteur mondial de cacao. D'où l'emblème Côte d'Ivoire, terre de cacao. D'autres États africains ont également pris les devants pour moderniser les infrastructures. Au Mali, en 5 ans, l'exportation de la mangue est passée de 4 000 tonnes à 10 000. Mais sur le stand, le produit phare n'est pas la mangue, mais bien le beurre de karité. Je trouve qu'il est naturel et puis en plus il est moins cher que dans les parfumeries et dans les autres magasins. Alors j'en profite. Si les clients ont été visiblement impressionnés, restent encore à impressionner les investisseurs. Un reportage très très beau, très bien mené, avec beaucoup d'informations sur l'agriculture africaine. Nous sommes tous des agriculteurs en Afrique, parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, dans toutes nos familles, il y avait un oncle, une tante, un père, un grand-père qui était agriculteur. Ça nous parle beaucoup, ce sujet-là, un sujet essentiel pour l'alimentation, un sujet essentiel pour l'économie. De façon générale, comment se porte l'agriculture africaine ? De façon générale, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est le seul continent depuis 3 décennies dont la production baisse en continu. C'est le seul continent à rendement décroissant depuis 3 décennies. Donc je dirais que l'agriculture africaine se porte mal. Ouais. Mais de toutes les façons, il faut que les téléspectateurs soient conscients de certaines choses. C'est que, bon, en 2003, il y a eu la déclaration de Maputo où on demandait aux États africains de consacrer chacun 10% de leur budget national à l'agriculture. Mais la population africaine, on est passé là, en 2000, on était 600 millions d'habitants en Afrique. En 2100, on pense qu'on sera 3,4 milliards. Et pour se nourrir, il nous faudra tripler notre production agricole. Est-ce qu'on va dans cette direction? Bon, alors, il nous faudra tripler notre production agricole, sachant que en Afrique de l'Ouest, par exemple, les dégâts causés par l'environnement, enfin par les pratiques agricoles, par les feux de brousse et tout, ont endommagé plus ou moins près de 66% des terres cultivables. Quel est l'intérêt de participer à des forums comme le Salon de l'agriculture français? C'est déjà l'éternel problème de l'image. Se faire connaître ses produits. Le problème est que pour le salon, par exemple, de l'agriculture de Paris, c'est être présent, ça a un coût élevé pour certains pays. Et pour présenter quoi? Quel est le but de la présentation de produits? C'est ce que je regrette, parce que j'ai fait un tour il y a quelques années aux différents stands africains, c'est de la simple présentation de produits. Certainement, derrière, il y a des négociations, des tractations, mais l'idéal serait que l'on fasse de ces salons le rendez-vous à la fois des producteurs et des investisseurs. Or, malheureusement, quelquefois, dans les équipes qui composent certains pays, il y a des non-agriculteurs, des fonctionnaires qui arrivent parce qu'il faut profiter du voyage et de tout ce que nous connaissons des per diem et tout ça. Donc les personnes concernées par le sujet ne sont pas toujours là et comme ce n'est pas le cas, les réponses et les bonnes réponses, on ne les trouve pas. Donc c'est un problème d'image, ça devait être un problème d'image. Ensuite, faire connaître ces produits et enfin, intéresser pour attirer les investisseurs sur l'agriculture de ces pays. Il y a un problème qui est autrement plus grave, qui nous menace. En Afrique, c'est le problème de l'accaparement des terres. Aujourd'hui, près de 60 millions d'hectares de terres en Afrique subsaharienne. 30 millions. 60, moi j'ai le chiffre de 60 millions d'hectares ont fait l'objet de deals. Avec la Chine, soit avec des richissimes l'Afrique du Sud, le Brésil, de richissimes personnalités, avec des pays, je suis représenté par des multinationales, ou même des universités américaines. Alors, vous avez un pays qui est indépendant depuis le mois de juillet, le Sud-Soudan, qui a déjà loué 9% de son territoire à des Anglais, à des Américains. Pour une production destinée à l'extérieur. L'Éthiopie, c'est le même problème. Donc, moi, je voudrais que nos téléspectateurs prennent bien conscience de cela. Les gens louent, nos gouvernants, certains de nos gouvernants louent des terres au mépris des intérêts des paysans. Parce qu'on
on sait ce que représente la question foncière. Ça, c'est un problème récent, mais les problèmes de fond de l'agriculture, c'est récent, ça, enfin, disons, de façon exponentielle. C'est un problème récent, mais grave. 10-15 ans c'est un problème récent, mais grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance. Le problème de fond, le problème de fond, c'est que nous avons une croissance démographique, dont j'ai parlé tout à l'heure, et nous avons une production agricole qui, comme il le disait, qui est faible, qui doit absolument... On parle toujours de choses dont on parlait au 19e siècle, de mécanisation. Le problème du hold-up des terres, c'est un problème grave, parce qu'on ne se rend pas compte. On est en train de pénaliser des générations entières. Oui, d'accord, mais lui, il parle de problème de fond. Je pense qu'il veut qu'on parle des problèmes structurels. Exactement. Et des problèmes structurels, bon, il y a le problème de la volonté politique, il y a aussi un problème, c'est que pendant longtemps, nos pays étaient, c'est toujours le cas, mais peut-être de façon un peu moins accentuée, étaient sous la coupe. On disait à l'époque sous les fourches codines du FMI, de la Banque mondiale, les fameux ajustements structurels qui, dans plusieurs pays, se sont fait... Le tout conjugué à ce que les produits africains à l'international sont confrontés à des paysans, à des produits qui viennent de pays qui sont subventionnés, alors même qu'ils sont riches. Oui. Par exemple, le cas du coton. Ou les États-Unis. Le cas du coton, avec les États-Unis, bien sûr. L'agriculture apporte à peu près 60% d'emplois au niveau de l'Afrique. Et l'agriculture participe à hauteur de 17% du produit intérieur brut. Nous avons le cas des États-Unis qui propose 2%. L'agriculture américaine participe à hauteur de 2% du produit intérieur brut et 3% de la population active est concernée par la question agricole. Mais nous connaissons le poids de l'agriculture américaine à travers le monde. Donc le problème de fond, il me semble, il est là. Il est au niveau de la mécanisation, au niveau de la recherche et développement, au niveau des gros moyens. L'Union européenne a quand même une politique agricole qui fait l'objet d'intenses tractations. La PAC. Parce qu'ils ont compris l'importance et le rôle d'une agriculture. Maintenant, nous nous rendons compte que l'agriculture fait l'objet de... subit les lois du marché maintenant, et même de la finance. Donc, c'est un secteur que les pays africains ne délaissent pas, mais à la limite ignorent l'importance et leur rôle. C'est-à-dire, je ne vous coupe pas la parole, mais vous avez mis le doigt sur un point essentiel. Nous allons voir un reportage qui est très rapide, qui va poser la question des coûts des denrées alimentaires africaines en France, qui sont en croissance de façon continue, et donc les populations africaines de la diaspora se trouvent sanctionnées économiquement. Regardez ce reportage de Christina Okello, une fois de plus. C'est les centimes de trop. Le prix d'Etieke, un couscous de manioc très prisé de Côte d'Ivoire, qui ne coûtait que 3,50 € le kilo il y a 4 ans, atteint aujourd'hui 4,50 €. Au marché poissonnier à Paris, les produits africains affichent une hausse notable, une hausse qui s'explique par les flambées des prix des matières premières. Mais l'escalade des prix des produits agricoles, qui jusqu'ici ne touchaient que les pays exportateurs, touche désormais le consommateur en France. Un consommateur qui doit puiser encore dans son pouvoir d'achat pour manger des produits de chez lui, à tel point que certains estiment même que manger africain est devenu hors du prix. Déjà, moi, je ne mange pas trop africain parce que ça coûte excessivement cher. J'en mange une fois en passant, une fois par semaine, une fois, quand j'ai envie. Il faut que j'ai envie pour venir faire les courses ici. Je plains ceux qui font les courses tous les jours, qui mangent africain, parce que c'est excessivement cher. Voilà. Franchement, je sens que les gens abusent. Ils exagèrent, vraiment. Voilà. Pour Yunnan Kam, les plaintes du consommateur sont justifiées, mais sans remède. Directeur adjoint à Domchi International, entreprise spécialisée dans les produits exotiques, il tournait presque tous les grossistes de Château-Rouge. Il a vu ses prix à l'importation augmenter de façon exponentielle depuis 2008, l'année de la crise. Une crise qui a fait grimper notamment le prix du pétrole. Aujourd'hui, pour transporter ces produits, il subit une hausse de 10 à 20%. Plusieurs choses font grimper le prix. Bon, nous avons déjà une augmentation du prix dès le départ. Parce qu'il faut bien se dire, la plupart des produits que nous importons, c'est depuis les capitales, donc du Cameroun, Douala, du Congo, Kinshasa, du Togo, Lomé. Et c'est des produits qui ne sont pas cultivés à la capitale. Donc tous nos fournisseurs font déjà face à une augmentation considérable des coûts de transport. Faut-il subir l'inflation pour garder ses clients ou au contraire répercuter le prix sur eux pour rester rentable? Des réflexions de ce genre, Béatrice en fait tous les jours. Cette détaillante de Château-Rouge a dû suspendre la livraison de certains articles devenus trop chers pour le consommateur.
Nos produits viennent essentiellement de la Côte d'Ivoire. Et la seule compagnie qui a le monopole sur le transport des produits exotiques, c'est Air France. Et donc nous sommes tributaires de ces changements de prix qui ne cessent d'augmenter, quoi. Chaque évolution du prix suscite l'inquiétude. Chaque augmentation de frais de transport nécessite des explications que des clients au budget déjà limité ne veulent plus longtemps parler. Patrice Passy, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour faire fortune. Il faut vendre des chikwang. Non, le problème des produits forestiers non ligneux qu'on trouve à Château-Rouge, c'est un faisceau de difficultés en fait. Nous avons organisé, je crois, la toute première en 2005, je pense, la toute première... les tout premiers ateliers portant sur la gastronomie africaine. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les prix, il y a trois pôles. Il faudrait d'abord que les producteurs africains dans les pays puissent se regrouper en coopératives pour pouvoir vendre. Deuxièmement, Air France, pour faire baisser les prix, a besoin d'un volume, ce que les producteurs africains ne peuvent pas. Ils sont isolés, ils sont non organisés, faute de moyens. Les producteurs qui sont de plus en plus chinois. Et les producteurs qui sont de plus en plus... Mais nous sommes dans un monde marchand, je le répète tous les jours, nous sommes dans un monde marchand, et chaque fois qu'il y a une opportunité, les autres saisissent. Arrivés ici, les vendeurs, les détaillants sont aussi isolés. Ils ne sont ni en association, ni en coopérative pour pouvoir baisser les coûts. Nous ne pouvons plus travailler individuellement. Il n'y a que le noir qui continue à travailler individuellement. Les autres, les Chinois s'associent pour pouvoir prendre pied à Château-Rouge. Les Chinois s'associent pour pouvoir détailler dans les différentes villes françaises. Oui, ils ont le monopole. Parce que simplement, ils ont compris que tout commence par un verbe magique qui s'appelle s'organiser. Nous avons de gros problèmes au niveau de l'organisation. Ça se répercute à tous les échelons. Donc, pour faire baisser les coûts, pour avoir des produits forestiers non ligneux à des prix raisonnables, il faut commencer par s'organiser. Ceux qui sont intéressés par la filière doivent s'organiser. Deuxièmement, après une organisation, il faut une formation. Vous ne pouvez pas vendre des produits sans connaître exactement les caractéristiques parce qu'en France, il y a près de 300... le dispositif législatif est très restrictif et il faut respecter cela. Pour pouvoir le faire, il faut commencer par le respect des mesures phytosanitaires à la base avant d'arriver, ce que les Africains ne veulent pas comprendre. Quand vous parlez d'organisation, vous touchez à l'État. C'est l'État qui fixe les règles. Il y a à la fois l'État. Je vous prends un exemple. Donc il pose le problème de la volonté politique. Arrêtez de demander tout le temps à l'État. L'État est hors jeu dans beaucoup de situations. Il faut commencer par le comprendre, le reconnaître et puis prendre des dispositions. L'État a autre chose à faire, à se battre contre les coups d'État imaginaires et réels et toute la crise. L'État a autre chose. Il faudrait que les personnes, parce que je pense que le directeur commercial de la société qui a fait l'objet de ce commentaire n'a pas attendu l'État camerounais pour faire ce qu'il fait. Je pense qu'il a simplement constaté sur la base d'une étude certaine qu'il y a un marché à prendre et il s'est investi. Je pense que les Africains doivent arrêter avec l'État. L'État, je répète, est quelquefois hors jeu. Il faudrait prendre les choses en main, s'organiser, arrêter d'être jaloux des uns et des autres, se parler, communiquer et avancer. Vous êtes jaloux, monsieur Savané? Non, mais bon. Ce problème me dérange parce que quand je prends le cas de mon pays, je suis en face d'une bêtise grandissante en fait. Quand je prends le cas de mon pays, d'origine, où nous avons, par exemple, une région, par exemple la région de Guinée. Oui. Parler de la Guinée. Voilà, je parle de la Guinée-Conakry. On a une région comme la région de Kindia qui, d'après les spécialistes, a le meilleur écosystème pour la culture des mangues greffées, par exemple. Vous avez de grandes firmes comme la firme américaine comme Del Monte qui est venue confirmer que vraiment cette région est chose. Mais je parle de l'État et je répète qu'il y a l'État parce que ce n'est pas les bonnes volontés qui ont manqué en Guinée, ce ne sont pas les gens qui ont refusé de s'organiser, mais en aval, il s'est avéré qu'on s'est retrouvé devant un État déficient.
même qui a eu même des... Mais le constater ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le constater ne suffit pas. Nous constatons aujourd'hui que les produits forestiers non ligneux sont de plus en plus chers et on passe plus de temps à se plaindre, à le constater, à ne rien faire. Ces détaillants de Château-Rouge, je n'ai jamais appris, je n'ai jamais entendu qu'ils se sont organisés, ne serait-ce que pour pouvoir négocier avec Air France, pour pouvoir négocier avec les transitaires, pour pouvoir faire des propositions aux différents ministères de l'agriculture des pays cibles. On va vous faire plaisir. On va vous parler d'un pays qui n'a plus d'État. On va vous parler de la Somalie maintenant. Nous n'avons pas, dans nos archives, on n'a pas traité de ce sujet-là. Et donc, on va passer à ce sujet directement, sans une transition vidéo. Non, mais sérieusement, on s'est réunis à Londres jeudi, d'il y a 2 semaines maintenant, pour parler de la Somalie, pour trouver des solutions à la crise, si on peut même parler de crise, enfin, ça n'a pas plus de mots, ce qu'il se passe en Somalie. D'abord, est-ce que vous pensez que les conclusions de cette réunion sont de nature à susciter quelques redémarrages? C'est-à-dire que c'était quoi les conclusions déjà? Non, c'est-à-dire que, bon, les conclusions, c'est que avant la conférence, il y a eu le vote d'une résolution, la 2036, qui donc préparait la réunion de Londres. En fait, il y aura un renforcement en effectif, il y aura un renforcement de la force en moyen, de la force africaine. Il y aura des mesures supplémentaires sont prises contre le terrorisme, contre la piraterie. Bon, cette réunion, elle est organisée parce qu'il y a certaines données qui ont changé sur le terrain. Vous savez que les Chebabs ont quitté Mogadiscio au mois d'août. Vous savez que le Kenya, les jeunes, vous savez que le Kenya est rentré sur le terrain. Après les pistes d'otages, est rentré par le sud de la Somalie et est dans une situation d'embourbement, a des difficultés sur le terrain. L'Éthiopie est revenue sur le terrain somalien, occupe une partie du pays. Et puis, bon, on constate que les Chebabs ont fait un certain déclin, bien qu'ils occupent encore... 2 quartiers sur une vingtaine à Mogadiscio. Non, ils occupent près de 50% de ce qu'on appelait la Somalia italiana. C'est-à-dire la partie de la Somalie qui a été colonisée. Non, je parlais de Mogadiscio. Non, bon, ils ont c'est quand même un symbole. Voilà, mais ce n'est plus la toute-puissance qu'ils avaient, parce qu'à un moment donné, les forces de l'Union africaine et les Nations Unies, ils occupaient que 2 quartiers. Bon, effectivement, il y a eu un repli, parce que en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que le travail des services de renseignement a fait qu'on a réussi à infiltrer des gens dans les Chebabs. Ce qui fait qu'au sein de la direction du Chebab, on a suscité un phénomène un peu comme celui que les maquisards du FLN ont connu en Algérie, ce qu'on appelle la bluite, c'est-à-dire personne ne sait qui est vraiment fiable. Donc il y a eu, donc ça a contribué entre autres à les affaiblir. Donc il y a toute et le Kenya maintenant veut intégrer la force de l'Union africaine. Est-ce que vous voulez dire que la communauté internationale, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par une paix... Je suis allergique au mot comme groupe de mots communauté internationale. Bien sûr. Nous aussi, si vous voulez qu'on vous dise. J'ai pas vraiment l'impression. Non, je n'ai pas fini. Il va poser sa question. Est-ce que vous pensez qu'ils ont estimé que la Somalie, en tout cas les Chebabs qui ont empêché la tranquillité des Somaliens, étaient suffisamment affaiblis pour amorcer quelques mouvements? Non, je sais pas pourquoi, mais ce soir, je suis hyper révolté par un certain nombre de choses. Le problème de la Somalie, je pense que là, quand vous parlez des Chebabs, vous évoquez la fièvre. Moi, je vais quand même chercher à comprendre d'où vient ce virus, pourquoi un pays aussi merveilleux, 3300 km de côte, le pays qui a les plus longues côtes d'Afrique, un peuple qui a une seule langue, ce qu'on trouve rarement en Afrique. Donc, un peuple qui avait tous les éléments pour être une nation, un peuple qui a un pays qui a du pétrole, des minerais, qui a une culture, pratiquement une même culture, qui bénéficie d'une homogénéité à la fois culturelle. C'est un État-nation, oui. Voilà, donc les éléments constitutifs de la nation sont là. On ne comprend pas comment ce pays est arrivé à cette situation. Mais ce que nous savons, c'est que la fameuse communauté internationale, à partir des années 68 et 90, a constaté qu'il y avait du pétrole au large de la Somalie.
et que ce pétrole intéressait les Américains, mais qui ne voulaient pas de son exploitation. Deuxièmement... Mais si vous parlez de la Somalie... c'est juste une parenthèse. Si vous parlez de la Somalie à partir de 60 et 90, vous oubliez, même si vous faites allusion à son État et sa nation unie, on va dire, d'un point de vue culturel, vous oubliez, je ne sais pas si c'est faute de temps, tout ce qui précède les indépendances. C'est-à-dire que ce pays qui est sous l'assaut des Italiens et des Anglais. Toujours la même balkanisation entre la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie, Djibouti. Si je puis terminer, la tentative de balkanisation a pour maître d'œuvre les Anglais qui ont essayé d'émietter l'autorité du pays en permettant à plusieurs chefs de clan de disposer d'une force, de gérer un pays. Pourquoi émetter le pays? Parce que c'est dans leur intérêt qu'à ce jour, ce pays soit dans cet état. Pourquoi tout d'un coup, il y a une conférence? C'est la question par laquelle on aurait commencé. Pourquoi pendant 20 ans, un pays oublié, puis tout d'un coup, on se réveille, on dit, tiens, on va essayer de faire ceci. Non, parce que simplement, on se rend compte qu'il y a en face le détroit le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden. 20 000 navires par an. Deuxièmement, il ne faudrait pas oublier que les porte-conteneurs, il y a 70% pratiquement, 50% pratiquement du trafic se fait par là, et surtout le trafic pétrolier, pratiquement à 70% se fait par là. Donc ce pays qui a ses côtes, et en face, il y a le golfe d'Aden, pose un problème. Si c'est un pays fort, souvenez-vous du Soudan. Ce sont des entreprises américaines qui ont découvert le pétrole au Soudan. Mais une fois que le Soudan s'est rendu compte de sa force, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux Américains de partir. Qui prend le pétrole soudanais? Ce sont les Chinois. Les Américains n'ont pas envie de se faire avoir. Je vais terminer. Les Américains n'ont pas intervenir. Petite précision. Il a beau être révolté, mais défendez-vous. Petite précision, c'est pas les Soudanais qui ont demandé aux Américains de partir. Bon, on ne parle pas du Soudan, mais ce n'est pas les Américains, c'est pas les Soudanais qui ont demandé aux Américains de partir. Ça, c'est un autre problème. Et puis, parlant de la Somalie, il y aurait 5 minutes d'émission. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la Somalie, bien que ce soit un État-nation, c'est foncièrement et fondamentalement un État clanique. Lorsque la Somalie a accédé à l'indépendance, c'était la fusion de la partie colonisée par l'Italie et celle colonisée par les Anglais. Il y avait un accord de partage du pouvoir que ceux de la Somalia italienne, en l'occurrence Siad Barre, n'a pas respecté. Ils n'ont pas respecté la parole qu'ils ont donnée. Ils ont instauré un pouvoir qui favorisait leur clan. La société somalie est une société essentiellement qui a pour pilier le clan, le sous-clan et le lignage. Vous faites état des enjeux politiques et économiques internes. Alors maintenant, qui ne pouvaient avoir un aboutissement politique que si maintenant, ce qui s'est passé, et je l'ai déjà dit ici, c'est qu'en 2006, un mouvement transclanique, c'est-à-dire les tribunaux islamiques, ont pris le pouvoir. La communauté internationale, dont vous n'aimez pas l'évocation du nom, est intervenue à crier oh là là. On était à 5 ans, on était à 5 ans du 11 septembre. On était à 5 ans du 11 septembre. Ils ont dit des islamistes pouvoir, on n'en veut pas. Ils sont intervenus. Ils ont demandé par procuration à ce que l'Éthiopie chasse les tribunaux islamiques de Mogadiscio. Et il y a une frange des tribunaux islamiques qui s'est radicalisée. C'est ce qu'on appelle les Shebab. Les Shebab, c'est toujours un mouvement transclanique avec beaucoup d'étrangers, des Pakistanais, des gens qui sont venus de choses, avec plusieurs clans et un clan dominant qu'on appelle les Rahab. Donc finalement, les solutions qu'ils ont préconisées à Londres, c'est, en gros, augmenter la présence militaire, augmenter la présence militaire, augmenter le budget, 90 millions de dollars à trouver, pour faire en sorte, parce qu'en fait, mais vous le savez aussi bien que moi, on ne résout jamais un problème en augmentant le nombre de militaires. C'est pas une solution militaire qu'il faut aux Somaliens. D'ailleurs, les premières critiques, c'est qu'on n'a pas intégré les clans. Il y a la piraterie, il y a le problème de la piraterie. Mais le problème des puissances occidentales, un autre aspect qui suscite l'inquiétude des puissances occidentales, c'est que vous avez parlé du golfe d'Aden. En face, vous avez le Yémen, où il y a une bonne partie où il y a la galaxie Akpa, c'est-à-dire Acmi de la péninsule arabique. Oui. Et vous avez les Shebab qui se sont affiliés à Al-Qaïda. Et entre les deux rives, il y a parfois pas moins de 40 km. Donc pour éviter
qu'il y ait une continuité entre ces deux mouvements djihadistes internationalistes, il faut absolument accentuer sa présence militaire sur le terrain. Qui accentue sa présence militaire? Mais les fameux. Qui accentue sa présence militaire? La communauté internationale, par procuration, les grandes puissances. C'est le Kenya, une ancienne colonie britannique, c'est l'Éthiopie qui interviennent, parce que n'oubliez pas une chose. C'est pas le Kenya et l'Éthiopie. N'oubliez pas une chose. Ils interviennent en Somalie, mais pas dans pourquoi les Éthiopiens interviennent? Parce que une des plus grandes provinces de l'Éthiopie, c'est l'Ogaden, habitée par des Somalis. Le drapeau somali, vous voyez, il a une étoile à 5 branches. Il a une étoile à 5 branches. Chacune des branches représente une des parties de la nation Somalie. Oui, voilà. Le Somaliland, la Somalia Italiana, l'Ogaden, Djibouti et une partie du Kenya. Voilà. Parce que dans le nord du Kenya aussi, c'est les Somalis. Donc il faut appréhender tout cela d'abord, avant de porter des accusations sur ce que vous appelez la communauté internationale, qui n'est pas exemple de reproche. Ça, je suis d'accord. Chacun une minute pour conclure. On est arrivé à la fin. Je pense que vous oubliez, ou vous le faites volontairement, vous oubliez l'impact de l'activisme des pays occidentaux, l'impact négatif de l'activisme des pays occidentaux dans la Somalie. Nous avons l'Inde et la Chine. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, pour la première fois, la Chine se retrouve en haute mer pour surveiller les pirates? Vous avez pensé que les Russes ont besoin d'être là pour surveiller les pirates, qui sont des pauvres gars qui ont des pirogues à la limite du matériel rudimentaire? Vous pouvez m'expliquer pourquoi la marine française est là, et ainsi de suite? Je pense que les enjeux dépassent largement le cas de la Somalie. Et la Somalie subit justement ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Il faut un pays, il faut un État qui n'existe pas. La Somalie subit la stratégie du chaos. Du chaos. D'accord. Bon. Décidé par les grandes puissances, parce qu'ils en ont besoin. Ah, donc les grandes puissances auraient décidé du chaos de la Somalie. Vous vous souvenez de l'opération américaine en 90? Je pose la question. Vous vous souvenez de cette opération? Chers invités, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Ça passe très vite, quand c'est passionnant, quand c'est enlevé, quand c'est passionné. Merci pour vos contributions. Mais dommage Monsieur Passy. Merci Saliou Savané. Je compte sur vous la semaine prochaine, si vous êtes disponible, pour venir commenter l'actualité africaine. Je sens déjà qu'on va parler d'un sujet qui vous intéresse peut-être, l'intégration ou la banlieue, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Dans la présidentielle française, ce sera l'un des temps forts. On aura une autre personne avec nous sur le plateau qui va nous apporter ses lumières. C'est tout pour Maki Hebdo de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.